Pour aborder le hard surfacing dans ZBrush, je vais utiliser ce modèle parce que grâce à lui, on va voir le Z-Modeler, on va voir aussi la fonctionnalité Live Boolean, on va voir comment la retopo peut pas mal nous aider aussi à faire du hard surfacing, et clairement, on va parler aussi de Base Mesh. Ça va être un gros dossier. Évidemment, avec ce modèle, je ne peux pas tout voir, donc on va voir aussi à part tout ce qui concerne Subtool, Slice, etc. avec le Zero Mesher aussi, les polygroups. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à couvrir. Alors, petite introduction aux fonctionnalités du Z-Modeler. Donc déjà, le Z-Modeler, c'est quoi? C'est la solution en fait que ZBrush a développée pour essayer de rivaliser, de compétitionner avec 3ds Max ou Maya. Donc en gros, c'est du box modeling. Et comment est-ce qu'on l'utilise dans ZBrush? C'est assez particulier. Là, je viens de vous charger une petite scène, c'est juste une sphère et c'est encore une primitive. On le voit ici, là, dans Initialize, ici, on voit encore que je peux modifier ma primitive. Par exemple, je pourrais mettre 64, par exemple. On voit bien que ça modifie, je pourrais mettre 32. Je reviens à la valeur de base. De toute manière, ça ne changera pas grand-chose. Donc là, normalement, quand on crée une primitive, normalement, ce qu'on doit faire, c'est make polymesh 3D. Et vous allez voir, en fait, que Initialize existe encore après. Voilà. On va enlever ici le polyframe. Et Initialize est encore disponible. Et maintenant, il va nous proposer de créer d'autres sortes de primitives qu'on pourrait qualifier comme des primitives Z-Modeler. Donc je vais juste cliquer sur le QCube parce que j'aime bien le mot QCube. Je trouve que c'est rigolo. Voilà. Et voilà en gros à quoi ça ressemble. On va se mettre en skin shade pour mieux voir. On va enlever aussi. Voilà. Donc là on a un QCube qu'on pourrait modifier par exemple. Voilà. Comme ça, je peux aussi avoir une Q-sphère qui est en fait clairement dans ce cas-là, vu que c'était un partout un cube. Mais donc je peux avoir ce genre de sphère. Je peux avoir une grid qui dans ce cas-là va pas vraiment beaucoup nous servir en tout cas. On peut avoir aussi un cylindre sur les différents sur les trois axes en fait. Donc on va revenir à notre Q-cube ici. Q-cube, c'est génial. Voilà. Alors le Z-Modeler, comment est-ce que on va venir ici, tac, voilà. Comment ça marche? Il faut aller chercher la broche Z-Modeler. B, Z, M. Voilà. Et là maintenant, par défaut, en fait, j'ai la possibilité d'interagir, comme si j'étais dans 3ds Max ou dans Maya, d'interagir sur les faces, les edges ou les points. Par défaut, quand vous allez sur un point comme ça, vous pouvez déplacer un point. Par défaut, si vous allez sur une face, vous allez faire une extrusion. Et si vous allez sur un edge, vous allez insérer un edge loop. Mais bon, avant qu'on se plonge dans les spécificités du Z-Modeler, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer le Q-Mesh, puis qu'est-ce que le Q-Mesh est capable de faire. Parce que par défaut, là, le Q-Mesh, il est activé, et vous allez voir, c'est une sorte d'extrusion évoluée, en fait. Donc, on aurait voulu voir ce genre d'évolution dans 3ds Max ou dans Maya, par exemple. Donc, je vous montre rapidement, hein, parce que bon, c'est pas non plus un truc super évolué, mais c'est quand même quelque chose de très pratique. J'ai presque envie de dire de user-friendly, mais vous allez voir que dans quelques minutes que le user-friendly s'applique à moitié à la fonctionnalité Z-Modeler. Donc, si je fais une simple extrusion ici, vous voyez, et que je clique après une nouvelle fois sur la face qui vient tout juste d'être créée, ou du moins sur la géométrie qui vient juste d'être créée, ça va me dupliquer en fait la dernière opération que j'ai faite, qui est une extrusion d'une certaine distance. Je peux continuer comme ça. Et là, pour vous montrer une autre fonctionnalité qui est assez sympa, c'est que je peux ensuite, si par exemple je commence à extruder cette face, elle va venir automatiquement se caler ici. Regardez bien. Tac. Ça, c'est génial. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'il a retiré les faces à l'intérieur. Si on faisait cette opération dans 3ds Max ou dans Maya, on aurait encore des faces à l'intérieur, on aurait des situations où les faces seraient là, il faudrait les retirer à la main. Pas dans le cas de QMesh. Dans le système QMesh, ça va automatiquement détecter qu'il y a des faces et il va les enlever. Pour être sûr de ne pas les voir, dans Maya notamment, ou même dans 3ds Max, on ferait un Turbo Smooth, dans Maya on ferait 3. Vous avez la même possibilité de le faire dans le système de Z-Modeler. C'est ici, dans Géométrie, ici vous avez Dynamic Subdiv, et quand vous cliquez dessus, il va vous donner une prévisualisation, et on voit bien que
j'ai pas de face à l'intérieur. Si j'en avais, j'aurais pas le même résultat. Donc je vais désactiver maintenant le subdiv et je vais vous montrer un autre truc qui est assez sympa, c'est je peux aussi enlever des faces simplement avec le QMesh, regardez. Pas mal, hein? Maintenant, tout ne se fait pas avec une opération d'extrusion. On veut pouvoir faire beaucoup plus de choses, surtout avec une simple face. On va vouloir faire des bridges, des bevels, etc. Donc, si vous voulez aller au-delà du QMesh, qui est donc la fonctionnalité par défaut, et bien là, vous allez appuyer sur la barre d'espace. Quand vous allez appuyer sur la barre d'espace, elle va vous proposer un menu qui va être différent que vous soyez en face, ou du moins que vous soyez au-dessus d'une face, au-dessus d'un edge ou au-dessus d'un point. Le menu va être différent. Donc, si je reste sur une face et que j'appuie sur la barre d'espace et que je reste appuyé sur la barre d'espace, voilà ce qu'il va me proposer. Et là, c'est là où je vous disais que le ZModeler n'est pas très user-friendly, parce que là, on a une série d'opérations, de possibilités, mais c'est listé par ordre alphabétique. Ça, c'est pas génial. Ils auraient peut-être pu mettre par ordre d'utilisation, par fréquence d'utilisation, aussi peut-être mettre des petites icônes pour nous aider, bref, parce que c'est quelque chose qu'on risque d'utiliser quand même assez souvent. D'un autre côté, quand on sait que c'est par ordre alphabétique et qu'on l'utilise souvent, à un moment donné, ça peut devenir relativement automatique. N'empêche que ils auraient pu essayer de travailler un peu plus leur interface, pardon, que ce soit un petit peu plus user-friendly. Bref, si donc, là, comment ça se décompose ce menu-là? Ici, vous avez toutes les actions par rapport à la face. Ensuite, vous avez le target, donc qu'est-ce que ça cible réellement. Après, vous avez différents ajustements que vous pouvez faire ici. Et vous allez voir que si maintenant je vais sur un edge, ça va être différent. Là, il va me permettre de faire un bevel, il va me permettre de faire un move, étonnamment. Il va me permettre de faire un crease, pas mal intéressant, etc., etc. Et là, on a donc là, si je suis sur le insert, on a les ajustements, parce que là, il n'y a rien d'autre qu'une action, il n'y a pas vraiment de target. Et ici, sur le point, on a le même genre de choses, donc on a l'action qu'on peut faire sur le point, avec un target cette fois-ci, et puis les ajustements spécifiques à cette action-là, qui vont changer si ici je change l'action principale que je veux avoir sur ce point. Donc si maintenant je vais sur cette face, et donc par défaut j'ai un QMesh, et si maintenant je clique sur la barre d'espace et je lui dis non, je veux un insert par exemple, par défaut, voilà ce qu'il va me faire. C'est assez sympa. Si maintenant je reviens en arrière ici, et je décide de faire un insert, puis j'aimerais le faire sur l'ensemble du polygroupe ici, par défaut, ça ne va pas me le faire. En plus, ça me crée des nouveaux polygroupes. Si on regarde de manière un petit peu plus poussée, entre guillemets, là, tout ça, on se rend compte donc que je vais faire un insert, mais là, après, j'ai plein d'options sur le target. J'ai un single poly, j'ai un polygroup all aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne me l'a pas fait? Bonne question. Et en fait, ce qui m'intéresse pas mal, c'est le polygroup border. Et j'ai l'impression, en fait, qu'ici, c'est un autre polygroupe par rapport à lui. Ouais. C'est pas le même polygroupe. Oups. Alors, vous auriez l'option de faire, d'aller créer un nouveau polygroupe. Alors, regarde, on pourrait faire ici, on pourrait comme faire, juste prendre celui-là, faire un CTRL W, voilà. Puis là, maintenant, il va me faire l'opération que je veux par rapport à tout le polygroupe. Mais je peux faire une autre opération, vu que là, le polygroupe, ils sont très proches, hein, mais c'est pas les mêmes. Et c'est un beau hasard. Je peux aussi faire Alt. Et quand je vais cliquer sur Alt, il va me créer un peu une sorte de polygroupe temporaire qui va me permettre, juste pour l'action que j'effectue juste après, de considérer donc ces faces blanches comme un polygroupe. Ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est relativement intéressante. Ensuite, si je reviens un petit peu en arrière et que j'essaie de vous expliquer c'est quoi le bridge dans ZBrush, vous allez voir, c'est assez spécial. Je vais faire ici un QMesh, voilà, comme ça. Encore une fois, pardon, parce que là, il m'a gardé. Alors, je vais faire un polygroup roll ici, voilà. Et maintenant, je vais faire un single poly. Je vais juste créer une extrusion ici, et je vais créer une extrusion là, par exemple. Et là, je vais vous montrer les différences entre les deux bridges au niveau des polys, puis aussi les bridges au niveau des edges. Alors, ici, si je viens là et que je sélectionne bridge qui est ici, et quand on regarde en fait mon target,
j'ai deux différents types de target. J'en ai un, c'est Connected Poly, et l'autre, c'est To Polys. Alors, si je fais Connected Polys, il va utiliser la petite ligne ici, vous voyez la petite ligne là? Il va comme déterminer la direction. Donc là, si je fais dans cette direction-là, il va aller chercher le poly qui est juste à côté. Et là, vous comprenez sûrement pas de quoi je parle, donc il faut que je vous le montre. Je clique, et là, il me fait quelque chose d'assez étrange. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si je vais de gauche à droite, ça va être l'élévation. Ok? Et si je vais de haut en bas, ça va être la résolution. Vous voyez, je peux vraiment aller très très loin. Donc ça, c'est le bridge avec la connexion de deux polys. Donc il faut que les deux polys soient connectés l'un avec l'autre à partir d'un edge. Maintenant, si je fais la même opération ici, ou du moins avec le toPolys, je vais quand même faire un QMesh ici, puis je vais juste augmenter la taille ici, pour bien montrer le résultat. Donc si maintenant j'utilise cette option de bridge ici, toPolys, peu importe la ligne ici, je clique sur un poly, je clique sur un autre poly, et il me fait le bridge. Par contre, j'ai pas la possibilité de déterminer, comme il y avait tout à l'heure, le nombre de segments, l'élévation. Non, j'ai pas la possibilité de faire ça. Et c'est un peu dommage, mais en fait, on peut le faire, mais il faut utiliser la fonction bridge à travers le edge, parce qu'elle n'existe pas à travers le poly. Donc, mais pour ce faire, il faut que je supprime des polys. Donc, vous allez voir ça. Ici, je vais aller dans Delete, ici, je vais enlever ce poly-là, je vais enlever celui-là. Maintenant, je me mets en mode Edge, comme ça, et là, maintenant, je vais faire le Bridge. Et là, il va me proposer soit par rapport à Edge, soit par rapport à deux trous. Ce qu'on veut, nous, c'est deux trous. Je vais laisser tout ça par défaut, comme je peux aller chercher le spline ici. Je clique une fois ici, peu importe l'Edge, hein. Une autre fois ici, et là, maintenant, je maintiens enfoncé la souris, et là, maintenant, je peux jouer sur la densité, puis je peux jouer aussi sur, vous voyez, l'élévation. Alors là, le résultat n'est pas extraordinaire. On va faire un CTRL Z. Je vais déléter ici les polys, puis on va faire la même opération par rapport à une élévation relativement identique. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, l'élévation va être de gauche à droite et la densité va être de haut en bas. Ensuite, là, on peut ne pas aimer ce qu'il est en train de nous faire ici, comment il est en train de nous le faire. Donc, on a la possibilité aussi d'ajuster ça. On peut lui demander un cercle, par exemple. Oui, là, il essaie de nous créer une forme un petit peu plus, on va dire, en cercle. Je peux lui demander aussi, il y en a un autre qui est pas mal, c'est le round corner ici. On voit pas très bien. Voilà. Bref, vous avez des tonnes et des tonnes de fonctionnalités. Puis, vous voyez que la logique de fonctionnement de ZBrush peut être différente. Donc, je vous invite vraiment à fouiller un petit peu, à regarder de plus près ce qu'on peut faire, parce que là, ça fait déjà presque 10 minutes que je suis en train de vous expliquer, vous introduire à ZModeler. Donc, on va, dans la prochaine petite partie, on va carrément faire le devant, en fait, du vaisseau. Donc on va être beaucoup plus pratique, et puis je vais vous initier à d'autres fonctionnalités du ZModeler. Alors, petite session pratique, donc pour faire du box modeling dans ZBrush avec ZModeler. Donc on va faire ici le devant de l'appareil. Je vais donc venir ici, alors c'est la même scène que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est juste une primitive, donc je vais faire un make polymesh 3D de cette primitive, je vais descendre, initialize. Je vais descendre ici la valeur à 1 et je vais faire un Q cylindre en Z. Je vais maintenant aller sélectionner un shader qui va me permettre de mieux voir les couleurs quand je vais passer un polyframe 3D. Voilà. Et là maintenant je vais augmenter un peu la taille ici parce que ce que je veux c'est de là à là en fait. Et je vais maintenant repasser en mode draw. Je vais aller chercher le brush ZModeler et ici je vais donc segmenté en 3 parties, parce que là si je fais par défaut je vais avoir un edge loop, mais là ça m'intéresse pas parce que là je suis en train de le placer où j'ai envie, et moi ce que je veux c'est 2 edge loops ici mais à égale distance. Donc je vais faire la barre d'espace et je vais dire multiple edge loop, je vais laisser le reste par défaut parce que je suis en interactive resolution. Ça veut dire que si je vais vers le haut en cliquant sur le edge, il va augmenter le nombre, ou vers le bas descendre,
et ça va me permettre d'avoir des edge loops à égale distance. Là j'en ai 3, c'est ce que j'ai besoin. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire des extrusions. Alors je vais utiliser la fonction Alt pour créer un polygroupe temporaire, mais je vais aussi m'assurer d'être en symétrie, parce que sinon je vais travailler pour rien. Donc voilà, polygroupe. Voilà. Petit extrude comme ça, et je vais refaire la même chose encore avec le polygroupe avec Alt, et je tape simplement comme ça. Donc là déjà, j'ai on va dire une première version intéressante. Maintenant, je connais un petit peu le modèle, je l'ai déjà fait, donc je vais aller créer ce qu'on appelle un supportive ici edge loop. Parce que quand je vais commencer à creuser ici, pour créer en fait cet effet-là, si je ne crée pas un edge loop pour supporter ce que je vais faire, ben, le résultat va pas être génial. Donc, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est ça, comme ça ici, à peu près là. Je vais enlever edge loop, donc avec Alt, je clique sur le edge loop que je vais enlever. Maintenant, avec Alt, comme ça, je viens créer une petite extrusion vers l'intérieur. Et le problème, c'est que si j'appuie sur D pour avoir une prévisualisation, il y a quelque chose de pas formidable qui se passe là, en fait, à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, Shift D, donc je rappelle que D, Shift D, hein, c'est ici la même chose que demander le dynamic. Et ça va fonctionner, du moins ça va se passer comme ça, si vous n'avez pas de subdivision level par défaut sur votre modèle, ce qui est le cas. Donc, je vais venir ici et je vais créer donc ce edge ici de support. Et je vais aller donc sur le point et je vais demander un split et ça va me créer ça. Ça, c'est vraiment une fonction géniale parce que ça me permet ensuite de continuer ici et d'amorcer en fait ce cylindre. Alors, hop, on va aller chercher un polygroupe temporaire, un petit zoom out, on va s'assurer des temps qui mèche et on va aller chercher la partie qui nous manque. Et là maintenant, si j'appuie sur D, je commence à avoir quelque chose d'intéressant, puis au moins je vais avoir quelque chose d'assez plat ici. Ce qui me manque maintenant, c'est des edges qui seraient plus durs. Alors, c'est sûr que si on vient de 3ds Max ou de Maya, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas Crease, vous allez vouloir rajouter des edges ici de support. Donc là, je vais enlever ici, je vais laisser en single edge loop, et vous allez vouloir faire ce genre de choses ici, par exemple, et ça. Même chose ici, par exemple. Voilà. Puis si j'appuie sur D, ben, je vais avoir quelque chose qui va être... On va avoir des hard edge en fait, l'équivalent d'un peu des hard edge, même si c'est pas super la même chose, mais le but de cette petite pratique, c'est de vous montrer qu'on peut le faire aussi avec la fonctionnalité Crease, qui est aussi disponible dans Maya, ça fait la même chose, mais on n'a pas besoin de rajouter des edges. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus hard edge looking. Donc ici, je suis je vais aller chercher Crease, je vais demander le edge loop complete. Je vais passer en mode subdivision, puis regardez bien, là, quand je clique dessus, ça me fait un edge ici, qui va être beaucoup plus précis et sharp. Même chose ici, je vais faire la même opération, c'est pas toujours évident. Ici, voilà. Là, you get the idea. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut s'amuser avec cette fonctionnalité. C'est sûr qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, je pourrais arriver à quelque chose de beaucoup plus précis et identique à ça, mais le but du jeu c'est de vous initier, de vous montrer comment il y a... Parce que là on a vu le split, on a vu aussi le crease, mais on va voir d'ailleurs le crease un petit peu plus loin quand on va aborder tout ce qui est base mesh, Gauzy, etc. Vous allez voir que je vais aller un petit peu plus loin sur le crease, et vous montrer aussi qu'on peut faire un crease dans Maya, et l'importer directement dans ZBrush, qui nous permet un petit peu de bypasser le Z-Modeler. Alors je dis pas que le Z-Modeler n'est pas un bon outil, je dis juste que il faut une période d'adaptation et que parfois en contexte de production on va peut-être vouloir utiliser des outils qu'on connaît déjà pour augmenter notre capacité de production. Donc bref, il y a plein d'autres fonctionnalités que j'aimerais voir avec vous, mais ça reste une introduction. Donc je vous invite à aller voir les tutoriaux sur YouTube ou encore directement sur le site web de Pixologic. Il y a plein de vidéos sur le sujet et c'est hallucinant ce qu'on peut faire avec cette fonctionnalité.
Maintenant, admettons que c'est terminé, que vous voulez maintenant subdiviser réellement cet objet-là, bah, simplement vous faites un Shift D, et au lieu de faire un D, vous faites CTRL D plusieurs fois, et là on se retrouve donc avec le modèle qu'on veut vraiment avoir, et qu'on peut utiliser après dans ZBrush. Une autre fonctionnalité qui est vraiment intéressante quand on fait du hard surfacing, c'est le Live Boolean. Le Live Boolean, je l'ai utilisé pour faire la partie centrale ici de l'appareil. Je vais cacher ici pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Donc pour faire cette forme ici, j'ai utilisé le Live Boolean. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a abordé les subtools, j'ai volontairement ignoré ici les trois petits icônes qui sont ici. Voilà. Et en fait, ça fonctionne avec la fonction remesh, mais un peu plus maintenant, on va utiliser la fonction live boolean, qui est, comme son nom l'indique, la possibilité de faire des opérations booléennes live. Donc, ici, j'ai donc, comment ça fonctionne, hein, j'ai, on va dire, mon mesh principal. Donc, si je cache ici les deux opérations booléennes, comme ça, donc ici, j'ai le subtool principal. Et en dessous, j'ajoute deux subtools que je demande en soustraction. Donc ici, ça sert à rien, en fait, peu importe ce que vous allez mettre, ça change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en dessous ici. Et il faut aussi, évidemment, s'assurer que le Live Boolean ici est activé. Sinon, vous n'aurez pas le visuel. Donc, par exemple, je peux vous montrer sans le Live Boolean à quoi ça ressemble. Donc, j'ai ici une sphère, je vais me mettre en mode solo. J'ai une sphère ici que j'ai coupée. J'ai allongé et que j'ai coupé. J'ai en dessous une forme assez spécifique en fait pour faire ce que je veux. Donc c'est parti d'un simple quad en fait, enfin un simple cube, pardon. Et puis donc si après j'enlève le mode solo, donc on se retrouve avec ça. Et donc ce que je demande ici, c'est une soustraction pour les deux ici. Donc quand j'active le Live Boolean, il va ensuite me créer cette forme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si je me mets en mode Move, par exemple, et que j'ai sélectionné, par exemple, la partie ici, qui creuse la partie du haut de mon appareil, ben, je peux le bouger en temps réel pour voir le résultat. Je peux aussi le baisser, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un potentiel là, extraordinaire pour faire du hard surfacing. Par exemple, je peux remonter la partie ici, je peux décider de faire une entrée par exemple de chaque côté de l'appareil. Voilà. Donc pour les besoins de mon modèle, je vais laisser ça comme ça et je vais vous montrer ensuite la suite des opérations. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller ici dans Boolean et je vais faire un Make Boolean Mesh. Je pourrais aussi faire, je pourrais aussi faire un Remesh qui est la même chose en fait. L'ancien, en fait, on va dire, l'ancien système qui gérait les opérations booléennes à partir de ces icônes-là. Mais maintenant, on a le Boolean Live. Et ici, on va faire un Make Boolean Mesh. Et il va me créer un nouveau mesh. Donc, une nouvelle scène. Voilà. Qui est ici. Et oh, surprise, il a tout transformé en Dynamesh. Si je retourne ici dans mon mesh d'origine, en fait, mon mesh ici, si j'enlève le Live Boolean, puis que je regarde mon mesh ici, c'est un mesh que j'ai subdivisé, relativement simple. Donc ce qu'il va faire, quand il va faire l'opération Boolean, il va tout convertir en Dynamesh. Alors, après, la question se pose de comment est-ce qu'on convertit ça en un mesh avec des subdivision level, etc. Eh bien, la solution, c'est d'utiliser ZRemesher. Donc je vais aller ici dans géométrie, ZRemesher, ici. Et là je vais m'assurer d'avoir une symétrie quand même pour éviter qu'il travaille sur tout le modèle et que j'ai quelque chose qui soit pas vraiment symétrique. Donc voilà, j'active la symétrie, je m'assure d'ailleurs qu'elle est dans le bon sens. Je vais mettre ici à peu près, je vais lui demander 2 parce que je sais qu'il va travailler donc seulement sur la moitié, donc ça va être 2000 polygones pour la moitié, donc en tout on va à peu près être 4000 polygones. Et je vais lui demander aussi de garder les groupes pour faire mes edge loops, etc. parce que l'opération booléenne m'a quand même permis d'avoir des polygroupes assez intéressants. Donc, on va garder ça comme ça, je vais faire un ZRemesher, puis on va voir le résultat.
Alors, comme on peut s'y attendre avec le ZeroMesher, qui est un bouton magique, le résultat est relativement intéressant à certains endroits, mais pas partout. Surtout pas ici où les edge loops, l'agencement des edge loops est quand même assez chaotique. Et j'aimerais l'aider un petit peu plus. Alors ce que je vais faire, CTRL Z, je vais créer des nouveaux polygroupes pour ça. Donc je vais slicer le modèle pour créer des nouveaux polygroupes. Alors le slice, c'est pas comme on pourrait se l'imaginer, c'est-à-dire il va comme couper et avoir deux éléments séparés. Il va le couper géométriquement, mais surtout ce qu'il va faire, c'est qu'il va me générer un nouveau polygroupe. CTRL SHIFT, donc pour aller chercher le slice rect ici. Et regardez bien, si je fais ça, il va me créer un nouveau polygroupe. Je vais enlever le line pour que vous voyez bien. Le problème, c'est que comme je suis en vue de perspective, il me le fait pas vraiment en parallèle. Donc, CTRL Z, je vais enlever la perspective. Et là maintenant, je vais créer un polygroupe ici pour l'aider à faire des beaux edge loops en avant. Et je vais faire la même chose. J'en ai déjà un là, mais il est trop petit. Donc, je vais en faire un beaucoup plus grand ici. Et maintenant, je vais unir ces deux polygroupes-là. Donc je vais faire Shift Ctrl, mais là c'est pas le slice que je veux, c'est revenir sur le Select Rect parce que je vais jouer avec mes sélections. Donc je rappelle que quand je clique une fois sur un polygroupe, je suis en mode isolation, donc le polygroupe que j'ai sélectionné se retrouve tout seul. Mais si maintenant je reclique une autre fois dessus, je passe en mode suppression quelque part. Donc ça va me permettre de supprimer les edge loops, pardon, les polygroupes que j'ai pas besoin. Et là en l'occurrence, ce que je veux faire, c'est donc en mode suppression. Je supprime celui-là aussi, maintenant j'inverse, et je fais CTRL W pour unir les deux polygroupes. Maintenant, je peux cliquer une fois sur le canevas pour récupérer tout mon modèle. Je vais repasser en mode perspective, et on va relancer le ZeroMesher. Alors clairement, le résultat là, il est bien meilleur. Si j'affiche les lines, on voit bien ici que l'agencement des edge loops est beaucoup plus clean, et c'est ce que je voulais. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est quand je vais subdiviser, je vais vous le montrer, quand je veux subdiviser, j'aimerais bien qu'il me garde des hard edge ici. Donc je vais utiliser la fonction crease automatique par rapport au polygroupe, mais le problème c'est que si je l'utilise, admettons que je vais l'utiliser maintenant, crease ici, puis que je lui demande de me faire un crease ici par rapport au polygroupe border, le problème, bon, il me le fait à la bonne place ici, mais ici, vous voyez, ici, il m'a dédoublé, il m'a pseudo-dédoublé des edge loops, là, puis c'est pas vraiment ce que je veux. Donc, CTRL Z, je vais unir les deux polygroupes ici, enfin les trois ici, donc je me mets en mode suppression, voilà, j'inverse, CTRL W, pour aller chercher, pour unir, en fait, tous mes polygroupes, et là, maintenant, je vais recommencer ici à faire le crease par rapport au polygroupe, et si je subdivise, je vais donc maintenant avoir un modèle qui va être très propre. Je vais repasser en mode gray. Voilà. Voilà comment on peut jouer aussi avec la fonction ZeroMesher, polygroup et crease. J'ai décidé de faire une petite partie en fait sur le sujet de la rotopo manuelle parce qu'on a bien souvent tendance un petit peu à l'oublier et à réserver la rotopo presque uniquement pour les personnages ou quand on est en train de faire une version high-res, low-res. Mais la rotopo peut aussi nous permettre de créer des morceaux en fait sur une base déjà existante. Là, en l'occurrence, je parle de cette section ici. Donc j'ai réutilisé le modèle qu'on vient tout juste de faire dans la section précédente. J'ai exporté une version de ce modèle ici relativement low res, donc je ne suis pas allé chercher parce que si je le sélectionne là, je pense qu'il est à il y a plusieurs millions. Hein. Il y a 1 800 000. Donc j'ai sûrement envoyé dans Maya une version relativement faible, peut-être 28 000 faces comme on a ici, pour ensuite utiliser ce modèle comme base et ensuite faire une retopo à l'endroit où j'avais vraiment besoin. Une retopo extrêmement simple qui m'a permis donc de faire cet objet-là, ici, qu'on va voir un petit peu de plus près. Si j'enlève l'information de couleur ici, vous voyez, il est vraiment super simple. Voilà. Et après, j'ai créé des creases
qui me permettent à terme d'avoir la forme que je voulais. Donc, on va remettre tout ça comme c'était, voilà. Donc, à considérer la rotopo, pas seulement pour ce genre d'objet-là, vous pouvez très bien imaginer que vous êtes en train de faire un personnage et vous avez besoin de créer des morceaux d'armure. Vous pourriez très bien utiliser une version de votre personnage finalement, le torse ou le bras. Vous exportez ce modèle-là, même vous pouvez faire un decimate sur cet objet-là pour avoir une version assez low res, mais garder quand même le shape principal. Et vous amenez ça dans 3ds Max, dans Maya ou dans Blender ou autre, puis là vous faites une retopo, vous récupérez un mesh intéressant et vous le renvoyez aussi dans ZBrush, comme base mesh en fait. Et c'est un petit peu l'introduction que je voulais faire aussi à base mesh, à Guzzi et à tout plein d'autres outils qui vont nous permettre d'aller encore plus loin dans le hard surfacing. Donc prochaine partie, ça va être tout ce qui concerne le base mesh. Avant d'aborder le sujet de base mesh, il faut que je vous parle de Guzzi. Guzzi, ça veut dire Go ZBrush, et ce que ça nous permet en fait, pour être très bref, ça nous permet d'envoyer un ou plusieurs subtools dans 3ds Max, Maya, Blender ou encore Cinema 4D, de faire des modifications dans ces logiciels-là, et ensuite de récupérer ces modifications dans ZBrush. C'est quand même pas mal. Petite démonstration rapide, Guzzi est ici. Si je clique sur le premier ici, ça va être uniquement le subtool qui est sélectionné. Si je clique évidemment sur le All, ça va être tous les subtools, même ceux qui ne sont pas visibles. Et je peux aussi demander seulement ceux qui sont visibles. Donc je vais cliquer sur All, un petit message, on laisse faire. Et maintenant, si je vais dans Maya, je me retrouve avec tous mes subtools au niveau subdivision 1. Très pratique pour faire des modifications géométriques ou encore pour modifier les UV. Alors évidemment, si Maya n'était pas ouvert, il l'aurait ouvert pour moi. Il m'aurait quand même permis d'avoir ces subtools-là et de les renvoyer ensuite dans ZBrush. Donc là, petite démonstration, je vais aller chercher quelques vertex. Voilà, je vais changer les vertex de place. Et tout simplement maintenant, je vais aller dans Go ZBrush ici. Donc le Go ZBrush ici, vous allez avoir un onglet dans Maya et vous allez avoir un menu, il me semble, dans 3ds Max, dans Blender et dans Cinema 4D. C'est autre chose et je ne connais pas trop. Mais je sais que ça marche. Donc là maintenant, je fais Go ZBrush. Et vous voyez là, en temps réel, il m'a modifié mon modèle. Alors, la première fois que vous allez cliquer sur le bouton Guzzi, il va vous proposer d'installer le plugin pour votre ordinateur. Il va scanner en fait votre disque dur pour savoir où se trouvent les logiciels qui sont compatibles, que ce soit 3ds Max, Maya, Cinema 4D. Et quand ça s'est fait, donc il va installer les plugins. Et quand ça s'est fait aussi, vous avez la possibilité, en cliquant sur le petit R ici, vous voyez ici, moi j'ai juste Maya, mais vous pourriez sélectionner après le logiciel que vous voulez utiliser avec Guzzi. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser un jour Maya, l'autre jour 3ds Max, et puis le suivant Cinema 4D. Donc c'est pas parce que vous utilisez plusieurs logiciels que vous êtes contraint avec Guzzi d'utiliser un seul logiciel, vous pouvez switcher en fait. Et ça donc, Guzzi c'est une application qui est, une fonction qui est vraiment intéressante, parce qu'on peut aussi directement construire notre modèle dans Maya par exemple. Juste, on n'est même pas obligé de passer d'abord de ZBrush, on peut directement le créer dans Maya, avec le crease, etc. et ensuite l'exporter dans ZBrush. Ça va nous créer un subtool qu'on peut copier et coller après dans notre scène. Alors c'est bien beau tout ça, mais je pense qu'une petite démonstration vaut 1000 mots. Je vais créer ici un cube, rapidement. Donc si j'appuie sur 3, qui est la prévisualisation de la subdivision, ça me donne une sphère. Mais je vais rester sur 3. Si par contre, en passant Edge ici, je sélectionne plusieurs edges ici, et je me mets en mode crease, avec le milieu de la souris, je vais aller à droite pour activer le crease sur les edges que j'ai sélectionnés. Je repasse en mode objet, et là maintenant, je vais simplement cliquer sur Guzzi. Et là, ce qu'il me dit en fait, c'est qu'il voit dans les fichiers temporaires
un objet qui a le même nom. Donc il me demande est-ce que tu veux relier de nouveau ou pas. Là je lui dis non, non, parce que c'est un nouvel objet, create. Et là, il va me créer, dans cette scène-là, il va me créer un nouvel objet normalement. Voilà. On attend un petit peu, il peut être un petit peu long. Donc il a ajouté en dessous en fait un subtool. Et si je fais un solo et que j'applique ma subdivision, on voit que il a gardé en mémoire les informations de crease que je lui demandais. Et ça, c'est quand même très pratique parce que je n'ai pas à les faire dans ZBrush, je peux les faire directement dans mon logiciel préféré. Par contre, pour bien utiliser Guzzi, vous devez respecter certaines règles. La première, et non la moindre, vous devez vous assurer d'avoir des versions compatibles. En règle générale, on s'assure d'avoir un ZBrush qui aurait une version au-dessus en termes d'années par rapport à 3ds Max ou Maya. On peut avoir les mêmes années, mais renseignez-vous bien avant, parce qu'il se peut très bien que vous ayez une version de ZBrush qui soit arrivée avant celle de 3ds Max ou de Maya, et dans ce cas-là, ça ne sera pas compatible. Donc faites très attention à ça. La deuxième chose à laquelle il faut faire très attention, c'est de ne pas, quand vous allez être dans Maya, ou encore dans 3ds Max ou autre, assurez-vous ici que le nom de vos objets, vous ne les changez pas, et non plus que vous attachez pas les objets entre eux. Parce que quand vous allez demander à renvoyer ça dans ZBrush, ZBrush, s'il ne retrouve pas ces petits, ben, il n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment vous assurer de ne pas changer les noms, et de ne pas attacher vos objets ensemble. Quand vous allez vouloir créer un base mesh, vous avez donc deux workflows en fait. Le premier, c'est d'utiliser Guzzi. Donc là, vous voyez, j'ai un mesh ici avec des creases, et je pourrais maintenant envoyer ça directement dans ZBrush. Si jamais vous avez une scène déjà ouverte, soit il va l'ajouter à votre scène, soit il va créer une nouvelle scène. Donc dans le pire des cas, vous allez faire un copier et coller dans la bonne scène. Si ZBrush n'est pas ouvert, il va l'ouvrir pour vous, il va vous créer une nouvelle scène avec le subtool ici dans la scène. Ou alors vous pouvez exporter l'objet en OBJ. Le problème c'est que là j'ai des creases, donc si je l'exporte en OBJ, l'OBJ ou même encore le FBX, qui sont les deux formats les plus utilisés, ne gère pas le crease. Donc si vous avez besoin d'exporter en OBJ ou en FBX, vous pouvez faire une version comme celle-ci, c'est-à-dire en ajoutant des edges de support. Et au final, on va avoir sensiblement la même chose. Regardez ici, je vais appliquer un smooth ici. Vous voyez, on a sensiblement la même chose. Par contre, clairement ici, la densité géométrique à certains endroits, elle est vraiment pas formidable. Et rien que pour faire les UV, même en version low res, ben, je préfère quand même cette version-là. À vous de voir, mais bon, clairement, cette version-là va être plus facile à travailler que celle-ci. Donc, admettons hein, que celle-là, on veuille l'exporter et l'importer ensuite dans ZBrush. Alors maintenant, comme je suis un peu décalé, je vais la replacer au centre. Voilà. Je vais d'ailleurs... Ok, on va faire ça. On va exporter maintenant Selection. Chez Paste. Yes. Et maintenant, on va aller dans ZBrush. Donc, je vais... Alors, c'est un petit truc assez spécial dans ZBrush. Pour importer un objet, si vous avez un subtool qui est sélectionné, il va remplacer le subtool qui est sélectionné. Alors, admettons, là, j'ai le base là, qui est sélectionné, la même partie que je veux importer. Le problème, c'est que si je le fais, il va comme remplacer celui-là. Moi, ce que je veux, c'est avoir les deux, pour que vous voyez la différence aussi. Donc, je vais créer, et donc pour pouvoir importer, vous devez créer un subtool un petit peu de substitution, vraiment un subtool temporaire. Donc là, je vais créer une sphère, par exemple. Donc, on voit bien que la sphère, elle est là. Elle est un peu petite, mais elle est là. Et là, maintenant, je vais faire un import, et je vais aller chercher à la bonne place, voilà, mon OBJ. Donc, vous voyez, il est à la bonne place. Si je fais un CTRL D plusieurs fois, je vais avoir donc ce que je voulais. Et maintenant, si je regarde la différence entre les deux, regardez, je vais même aller chercher la même couleur. Vous voyez la différence? Et ce qu'il faut noter, d'ailleurs, je peux descendre ici pour que vous voyez encore mieux, là. Voilà. Ça, c'est ma version low-res finale. Et ça, c'est la version
low res qui elle a déjà été modifiée. Et ça, c'est important de comprendre le principe de ça, c'est que quand vous allez importer votre base mesh au départ, dès l'instant où vous allez commencer à subdiviser, vous allez commencer à travailler dessus, votre version, même de base, va être modifiée. Il va se permettre de modifier votre géométrie. Donc vous attendez pas, quand vous revenez à la subdivision 1, à avoir exactement ce que vous aviez dans 3ds Max ou dans Maya, ça ne sera jamais le cas. Il va commencer à le modifier. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que quand vous commencez à travailler une version high res, forcément ça impacte la version low res en dessous, et forcément votre géométrie sera différente. Donc ça, il faut garder ça en tête. L'avantage du Crease, par exemple, c'est que lui, il reste relativement plus clean que si on utilise des edges de support. Donc encore une fois, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pratique de travailler en Crease que de travailler en edge support. On va se l'avouer, quand on va faire du hard surfacing dans ZBrush, on va créer des base mesh dans 3ds Max, Maya ou encore Blender, et ensuite on va les importer dans ZBrush. Ça, c'est la plupart du temps, c'est ce qu'on va faire. Il faut être honnête un petit peu. Maintenant, il y a certaines fonctionnalités quand même dans ZBrush qui sont très exclusives et très intéressantes. ZModeler, par exemple, avec son QMesh, parfois il peut quand même être assez intéressant au niveau de sa fonctionnalité. Mais là, je vous parle d'une autre fonctionnalité qui est, moi, je trouve assez intéressante parce qu'elle est entre le organique et puis le hard surfacing, c'est le panel loop. Et quand on utilise le panel loop comme ça sur des visages, ou ça peut être sur des armures ou autres, on a ce genre de résultat-là. Et ça, c'est quand même sympa. Et je vais vous montrer comment je suis arrivé à ce résultat-là. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais supprimer ce modèle pour pas tricher. Donc, ce modèle-là ici, j'ai toujours mes polygroupes, et je vais quand même les garder, donc je vais dupliquer ici, celui-là, et je vais vous montrer comment j'ai fait mes polygroupes. Vous voyez, CTRL W. Donc, comment est-ce qu'on travaille rapidement pour avoir ce genre de... pour décomposer notre modèle en polygroupe? On va créer un masque ici, par exemple comme ça, voilà, qui va être notre futur polygroupe. Je vais faire CTRL W, et en faisant ça, il va m'enlever mon masque et il va me créer un polygroupe à la place de mon masque. Ensuite, la meilleure méthode, encore une fois, c'est de faire CTRL-SHIFT, cliquer sur le polygroupe que je viens tout juste de créer pour me mettre en mode isolation, cliquer une autre fois pour le retirer, entre guillemets, de l'équation du visible. Et ensuite, je peux continuer à travailler sur mon modèle et avoir surtout, en fait, la possibilité d'avoir un polygroupe qui serait collé à l'autre, comme ceci. CTRL W, etc. Et quand je veux tout récupérer, je vais juste cliquer comme ça sur le canevas, je récupère tous mes polygroupes. Alors voilà comment j'ai créé mes polygroupes. Bien sûr, ça m'a pris un petit peu plus de temps que ça. Je vais revenir ici en arrière, comme ça. Tac, 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 voilà. On peut même revenir en arrière complètement. Je vais maintenant prendre celui-là. Je vais garder celui-là parce que je vais en avoir besoin pour faire une projection des détails après, parce que vous allez le voir, si on laisse par défaut le panel loop, ben, il nous enlève des détails. Donc, je m'assure qu'il est bien caché celui-là. Je vais venir ici dans Géométrie maintenant. Et je vais chercher Edge Loop ici. Panel Loop. Alors par défaut, les valeurs vont être 0, 1 ici. Ici ça va être 5. J'ai oublié de les remettre à ce que c'était avant. Et ça va être à peu près ça. Donc si vous cliquez par défaut, ça va vous donner ça. Et le résultat, ben, il peut en être intéressant, ça dépend de ce que vous cherchez, mais moi ce que je cherche, c'est d'avoir une épaisseur déjà un petit peu plus importante. J'aimerais éviter d'avoir cette toute petite courbe ici, c'est quand même assez désagréable. Et aussi, on a un effet un petit peu de gonflage. Vous voyez, la géométrie était poussée vers l'extérieur, et ça, on veut pas ça. Alors, pour éviter ça, je vais donc augmenter ici mon épaisseur. Le polish, c'est pour éviter d'avoir un effet de petite courbe dans mes lignes. Donc mes lignes vont être vraiment droites ou je vais avoir de belles courbes. Je vais mettre ça à 100. Et l'élévation, c'est un peu l'effet de gonflage. Donc je vais ramener ça complètement à moins 100. Une autre chose ici, c'est que vous pouvez déterminer la shape en fait, de vos bordures. Parce que c'est les panneaux. Hein, donc les panneaux, il va y avoir
de la géométrie en arrière, de la géométrie en avant, et il va y avoir des bordures. Et au niveau de cette bordure-là, je pourrais avoir un effet round, mais je peux aussi déterminer quelque chose d'un petit peu plus sci-fi ici. La seule chose qu'il faut noter, c'est que ici, vous voyez, si on regarde la valeur en V ici, je suis à 0.5. Il faut être à 0.5 si on veut absolument que les panneaux soient flush les uns avec les autres. Si vous êtes en dessous de 0.5, il va y avoir un espace entre les panneaux, donc on va être en mesure de voir à travers les panneaux. Donc si vous faites ça, assurez-vous d'avoir une géométrie en arrière pour éviter justement qu'on puisse voir complètement à travers. Donc, maintenant si je réapplique le panel loop, vous allez voir que le résultat va être pas mal différent. Voilà. Mais je perds des détails ici et ici. Avant, j'avais quand même quelque chose de plus intéressant visuellement. Donc pour récupérer tous mes détails, je vais sélectionner les polygroupes ici. En fait, je vais les désélectionner, comme ça. Les polygroupes à qui je voudrais donner plus de détails, ou du moins reprendre les détails originaux. Je vais maintenant réactiver la visibilité de celui-là. Alors, juste pour être sûr, il faut ici que j'inverse quand même. Toc. Ici, je vais donc ramener ce subtool visible et je vais faire un project. Et voilà. Donc on va enlever celui-là. Et là, je me retrouve avec un modèle très intéressant. Bon, apparemment, le modèle que j'ai fait dans la dernière vidéo était suffisamment intéressant pour que je m'amuse un petit peu avec et que je puisse vous introduire à la notion de Insert Mesh. Insert Mesh, c'est quoi? C'est un brush qui vous permet d'insérer des meshs sur un modèle existant. Je l'ai fait en fait avec ce modèle-là. Donc ce modèle ici, c'est un modèle qui est venu s'insérer dans le modèle existant. Même chose ici pour ces deux éléments-là. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un Insert Mesh. Alors, au préalable, j'ai chargé deux scènes différentes ici qui sont mes futurs Insert Mesh. Et pour ces deux scènes-là, en fait, j'ai le Live Boolean d'activer. Vous voyez, si je le désactive, ça ressemble pas à grand-chose, mais quand je l'active, c'est pas si mal. Et ce qui est important, c'est le résultat. Donc, alors, je vais venir ici dans Boolean, Make Boolean Mesh, parce que j'ai besoin d'avoir un seul et unique mesh. Je vais ensuite sélectionner ce mesh-là. Je vais me mettre dans l'orientation que je veux que mon mesh soit inséré, parce que si je me mets dans cette orientation-là et que je crée un Insert Mesh à partir de là, il va me l'insérer, mon objet, comme ça, dans cette orientation-là. C'est pas ce que je veux, donc j'oriente de la bonne manière. Et ensuite, j'appuie sur B et je vais faire Create Insert Mesh. Là, il va me dire, est-ce que tu veux créer une nouvelle brush ou est-ce que tu veux que ce mesh-là devienne en fait un élément supplémentaire dans une brush Insert Mesh. Et là, je veux donc non, je veux un nouveau brush. Et déjà maintenant, je peux insérer mon élément sur celui qui existe déjà. Et ce qui est très sympa quand même, c'est que dès l'instant où je vais relâcher, il va me masquer automatiquement le reste de l'objet, ce qui me permet, quand j'appuie sur W, de encore modifier, en fait, il conserve l'orientation de mon objet, ça me permet donc de le déplacer, ça me permet de jouer un petit peu avec le scale, et ça me permet éventuellement de changer un petit peu l'orientation. C'est quand même assez pratique. Donc, maintenant que j'ai créé mon premier Insert Mesh, je vais aller chercher le second qui est ici. Voilà. Donc si j'enlève le Boolean, Live Boolean, vous voyez, ça ressemble pas à grand chose encore une fois. On va l'activer. On va faire un Make Boolean Mesh ici. On va laisser la petite magie opérer. Je vais ensuite cliquer sur le mesh où il y a maintenant un seul subtool. Je vais appuyer sur B, Create Insert Mesh. Et là, je vais faire un Happen parce que je veux que ça s'ajoute à celui que j'ai déjà créé. Là, j'ai un petit avertissement qui me dit que je peux appuyer sur M pour voir tout. J'appuie sur M, vous voyez, je peux voir si j'en ai beaucoup plus là. Et maintenant, je peux sélectionner comme ça. Donc, maintenant, je peux insérer celui-là de la même manière que l'autre. Et quand j'ai terminé, j'enlève le masque.
Donc si maintenant je reviens sur mon mesh original, je peux m'amuser à insérer, comme je l'ai fait, vous voyez, des mèches sur mon modèle, comme ceci. Voilà. Alors, quand vous avez ce genre de problème ici, vous avez deux solutions. Soit quand il est en masque, vous pouvez comme modifier ou ajuster. Mais vous pouvez aussi le faire directement dans Brush ici. Vous avez Depth ici et vous pouvez aussi modifier par défaut. On va faire ça un peu plus fort pour que vous voyez la différence. Et là maintenant il est vraiment enfoncé beaucoup plus. Donc vous pouvez gérer la profondeur de votre Insert Mesh, soit en gérant, en ajustement manuellement chaque insertion, ou vous allez ici dans Brush, Depth, et vous changez ici la profondeur avec laquelle vous voulez que le Insert Mesh soit ajusté. Voilà. Alors, le titre de cette sous-partie peut paraître un petit peu long et complexe, mais en fait, ce qui se cache derrière tout ça est relativement simple. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai créé cette simple partie ici. Et c'est pour ça en fait que j'amène le extract, parce qu'en fait je pars d'un masque pour créer donc un subtool, d'où encore une fois le sous-titre qui invoque le subtool. Pourquoi? Parce que quand on fait du hard surfacing, vous allez avoir des personnages mécaniques parfois, et c'est très, on va dire, plus intéressant, plus crédible d'avoir plein de pièces différentes les unes sur les autres. Donc vous allez faire des extracts, vous allez faire des cuts aussi, donc c'est pour ça qu'on va parler de knife et de trim, pour créer des pièces intéressantes visuellement. Donc, on va cacher cette pièce, on va venir sur la forme principale ici, on va faire un extract, voilà, ici avec des valeurs qui vont être plus comme ça à peu près. Extract. Admettons que la forme m'intéresse, j'appuie sur Accept, j'enlève le masque. Et là maintenant, donc, j'ai fait un extract, j'ai un subtool, et je vais maintenant le couper un petit peu autour pour lui donner une forme un petit peu plus intéressante. Donc je vais faire Shift Control, je vais passer en mode en fait, donc là j'ai déjà le Knife Curve qui est activé. Je pourrais sélectionner le Trim Curve, on va d'ailleurs le sélectionner. Et si maintenant je viens cutter avec l'orientation de la caméra, le seul problème du trim, c'est qu'il ne va pas gérer. Donc vous voyez, c'est intéressant, mais il ne gère pas la symétrie. C'était le désavantage du trim. Mais depuis que le knife est arrivé, maintenant la symétrie est gérée. Donc je vais le faire avec le knife curve. Voilà. Et là maintenant, vous allez voir que la symétrie est activée. Donc voilà comment rapidement vous pouvez créer des pièces, des parties mécanique assez simple. Vous voyez ici, je peux me placer comme ça. Voilà. Donc très rapidement, on peut avoir un feeling de hard surface. Alors évidemment, c'est pas clean, parce que là, j'avais la perspective d'activer. C'est très important aussi quand vous allez faire du trim ou du knife, c'est de désactiver la perspective. Vous voyez. On va le désactiver. Je vais me replacer sur le côté, parce que comme il le fait par rapport à l'orientation de la caméra, si vous avez la perspective, ça fonctionne moins bien. Donc, quelques petites choses aussi pour savoir quand vous allez travailler dans ce mode-là avec les curves. Hop là, pardon. C'est que quand vous faites Shift Control et que vous cliquez sur la souris, vous allez avoir une ligne. Donc, c'est la partie qui est sombre en fait. Là, en l'occurrence, c'est à droite qui va être retirée. Si j'appuie une fois sur Alt, il va me faire comme une courbe de Bézier. Et si vous appuyez deux fois sur Alt, ça va être un angle droit. Donc ça, c'est des petites choses à savoir. Une autre chose aussi qui peut être pratique, c'est quand vous faites Shift Control et vous commencez à faire la ligne, vous pouvez garder Shift pour avoir un angle incrémenté. Vous pouvez aussi
évidemment enlever le Shift, vous pouvez aussi enlever le contrôle, et même quand la ligne elle est placée par exemple, admettons que c'est à peu près ça que j'aimerais avoir, je peux appuyer après sur la barre d'espace pour continuer à déplacer cette ligne sur mon écran. Donc ça peut être très intéressant quand on essaie d'affiner puis qu'on se rend compte qu'on n'est pas exactement comme on voulait, par exemple Shift, Control ici, puis là je me rends compte que je veux juste une petite courbe là, puis là non, c'est pas exactement, donc j'appuie sur la barre d'espace et je viens la placer exactement où je veux, comme ça, et voilà. Donc ça c'est les petits shortcuts qui vous permettent de bien travailler avec le trim, le knife, etc. Donc pour résumer, très pratique d'utiliser le principe de créer des formes très simples avec l'extract, avoir des subtools et ensuite de cutter un petit peu partout vos subtools pour avoir un look de hard surface. Avant de clôturer ce chapitre, j'aimerais faire un petit rappel sur les brushes que vous pouvez utiliser pour faire du hard surfacing. Rappelez-vous, chapitre 2, on a parlé des polish. Alors évidemment, il y en a d'autres, mais celui qui est généralement le plus utilisé, ça va être les brushes polish. Vous en avez 3. Vous avez le S polish, qui est la version la plus douce. Vous avez le polish normal. Et vous avez le H polish, qui est la version la plus agressive. Personnellement, j'utilise celui-là le plus souvent. Si on regarde ici la zone, là, intentionnellement, je l'ai faite un petit peu moins flat que les autres. Si on se rapproche et si on enlève avec Shift et je clique sur le pinceau, ça va enlever toutes les informations de couleur. Donc là, on voit vraiment mieux la situation désastreuse. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais utiliser le polish, version vraiment normale. Donc je vais juste simplement aller sur cette zone, vous voyez, et ça va normaliser la position de mes vertex. J'y vais vraiment doucement, surtout quand j'arrive sur les côtés. Donc j'applique une très douce pression sur mon écran. J'espère que la caméra ne bouge pas trop, parce que la caméra est sur mon écran. Et vous voyez déjà rapidement, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant que tout à l'heure. Alors, on a quelques creux ici. On a un petit creux ici et là. Et ce qui peut être très intéressant aussi, c'est quand vous avez des creux, c'est d'utiliser le Alt, en fait, et ça va ramener les creux vers les autres vertex. Voilà, comme ça. Et c'est relativement plus intéressant. Évidemment, je peux terminer à faire un Shift, en fait, pour égaliser encore mieux les surfaces. Et je me retrouve de nouveau avec quelque chose de relativement correct. Je pourrais travailler ça pendant des heures. But you get the idea. C'était simplement pour faire un petit rappel.